Maxime, je suis très heureuse de te recevoir ici au micro de Match Podcast. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. On n'a pas tous été hyper assidus aux cours d'éducation civique au lycée. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce qui se passe quand une femme, par exemple, va porter plainte pour violence sexuelle ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les enchaînements, les étapes, tout ça ? D'abord, merci Marie, je suis vraiment ravi d'être avec toi aussi aujourd'hui et tous tes auditeurs. C'est normal d'avoir du mal à comprendre la justice parce que c'est compliqué, on la connaît mal. Et je crois que c'est aussi le but de notre entretien que de la faire connaître. Qu'est-ce qui se passe quand une victime porte plainte, que ce soit un homme ou une femme ? La première étape, c'est de se présenter devant la police, la gendarmerie. Parfois, c'est précédé d'une étape devant un professionnel de santé auquel on va révéler ou qui va constater des faits. Il faut savoir que dans certains cas, il est soumis à l'accord de la victime pour signaler les faits aux autorités. Dans des cas particuliers, quand la victime est vulnérable ou quand on est sur une victime mineure, il peut y avoir un signalement en dehors même du consentement de la victime. Okay. Mais la première étape, c'est vraiment la police, la gendarmerie qui vont entendre la personne. Sur ce point-là, il y a une vraie évolution parce qu'avant, il y avait des pratiques où les enquêteurs pouvaient prendre ce qu'on appelle des mains courantes, c'est-à-dire juste une déposition qui ne donnait pas lieu à une procédure. C'était mis dans des registres pour laisser une trace. Ça, c'est aujourd'hui écarté, banni. Ça n'existe plus ? Ça n'existe plus en principe. Les directives sont de ne plus faire ça quand on est en matière de violence conjugale ou violence sexuelle ou sexiste, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, pour éviter justement qu'il n'y ait pas de procédure et d'enquête, pour éviter que ça soit simplement dans un registre. Donc le principe, c'est vraiment, on va dire à la victime qui se présente, ça va donner lieu à ouverture d'une procédure. Ensuite, puisqu'il y a procédure judiciaire, le procureur est saisi. Le procureur, c'est celui qui va diriger l'enquête, qui va faire mener des auditions, des expertises, examens médicaux ou médicales, qui va possiblement décider d'une confrontation, une étape qui peut être très difficile, rechercher des témoins, rechercher des preuves, des indices, un message, une vidéo, des photographies, etc. Donc c'est un peu le chef qui mène l'enquête et qui dirige les enquêteurs, donc les policiers, à aller plus loin, c'est ça ? Exactement. C'est le métier que j'avais avant de devenir avocat, où vraiment on dirige des enquêtes. C'est très différent de ce qu'on voit dans les films ou les séries, où c'est un modèle beaucoup plus américain. En France, c'est vraiment le procureur qui est responsable de l'enquête et qui donne des instructions d'enquête. Et qui même d'ailleurs se déplace sur les scènes de crime. Moi-même, j'ai eu à le faire à de nombreuses reprises sur des scènes extrêmement graves où on gère l'enquête en présence du médecin légiste, des techniciens qui vont chercher des preuves, on cherche des traces, etc. Ensuite, le procureur, il a l'enquête, il a tout le dossier qui va être construit, ça prend parfois beaucoup de temps, et il va prendre une décision. La décision, ça peut être celle de classer l'affaire parce que il y a différents motifs, on en reparlera sans doute. Ça peut être de décider de poursuivre la personne devant un tribunal, devant la personne mise en cause. Mise en cause, ok. Voilà. Donc la personne qui est visée par la plainte, parce qu'on a suffisamment d'éléments. Et donc là, il y a différentes orientations devant le tribunal, devant la cour d'assises pour les faits les plus graves, ou devant la cour criminelle départementale, qui est une juridiction entre le tribunal correctionnel pour les délits et les cours d'assises pour les crimes les plus graves. Elle a été créée il y a peu de temps pour juger notamment les faits de viol. La différence, c'est qu'il n'y a pas de jury populaire, c'est-à-dire pas de citoyens, ce sont des juges professionnels qui jugent. Le but étant de juger plus vite. Et ensuite, il y a là un débat, bien sûr. Il y a la victime avec son avocat, souvent, qui va pouvoir donner ses arguments. Donc l'avocat, il est là pour défendre, c'est ça, la victime ? Voilà, la victime peut avoir un avocat. Elle peut aussi se présenter seule, mais elle peut avoir un avocat pour porter sa voix. Et c'est vraiment essentiel pour vraiment dire les choses et pour pouvoir aussi faire des demandes. Parce que la victime, elle a le droit de demander des dommages d'intérêt pour être réparée dans une partie de son préjudice. Il y a le procureur qui, lui, parle au nom de la société. Il ne parle pas au nom de la victime. Alors souvent, ça se recoupe. Mais il parle au nom de toute la société. Parce que la société, quand il y a un crime ou un délit, elle est aussi attaquée. Et il va demander la condamnation quand il est convaincu de la culpabilité et proposer une peine. Il y a bien sûr ensuite la personne mise en cause, qui peut être aussi assistée d'un avocat pour se défendre. Et enfin, il y a le juge qui va trancher, qui va dire si la personne est coupable, et si c'est le cas, prononcer une peine. Voilà. Et ensuite, il y aura la phase d'exécution de cette peine. Donc, du moment où la victime va porter plainte jusqu'à la décision, il se passe parfois beaucoup de temps. C'est un cheminement qui peut être difficile, qui peut être douloureux, mais la justice, d'abord, elle réagit avec des tempos différents selon les cas, et puis surtout, elle a besoin de temps pour établir la vérité. Donc, le procureur, il dirige l'enquête au moment du jugement,
il est présent. En fait, il a un peu Exactement. un double job. En fait, le procureur, c'est celui qui est là à toutes les étapes. Il est là pendant l'enquête, il est là pendant le jugement et il est là même après pour faire exécuter la peine. C'est vraiment une mission qui est transversale en France. D'ailleurs, le procureur français, c'est l'un des procureurs qui a le plus de pouvoir de tous les pays européens. D'ailleurs, on dit toujours le procureur, mais il y en a plein. Oui. Moi, j'ai découvert ça. Enfin, tu étais, mais il y a plein de procureurs. Il y en a un par. En fait, c'est une équipe, un parquet. On appelle ça le parquet. Ok. Et dans un parquet, il y a un parquet par tribunal. Il y en a 160 et quelques. Et dans chaque tribunal, il y a donc un procureur, un chef, qui peut être une femme ou un homme, et qui a une équipe, parfois 3, 4, 5, 10, 20, 30 personnes, ça dépend. Le parquet le plus gros, c'est le parquet de Paris. Et donc, il y a évidemment beaucoup de procureurs en France, mais pas du tout assez, quand on regarde les chiffres. Ok. Et magistrat, c'est quoi magistrat? Magistrat, c'est un peu comme quand tu dis médecin. Tu sais pas trop ce que ça veut dire quand tu dis quelqu'un qui est médecin. Dans les magistrats, tu as à la fois les procureurs et les juges, qui ont donc deux métiers différents, mais qui sont formés dans la même école et on peut passer de l'un à l'autre dans sa carrière. Maintenant que c'est très clair, si on veut un seul chiffre, imaginons on prend 100 femmes qui vont porter plainte pour viol en France aujourd'hui, combien aboutissent à une condamnation? Alors ce chiffre, il est difficile à établir, mais il est faible. Si j'ai un chiffre à donner, ce sera entre 5 et 10, ce qui est très faible. Ouais. Mais en fait, il faut même aller au-delà de ce chiffre. Déjà, partir du constat qu'il y a très peu de personnes qui portent plainte en matière de violence sexuelle, y compris aussi en matière de violence intrafamiliale. Le chiffre, ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire celui qu'on ne connaît pas, il est très grand. C'est une minorité, une très faible proportion de victimes qui portent plainte. Tu sais pourquoi il y a très peu de plaintes? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Avant, déjà, il y avait toute une culture sociale du silence. Cette culture sociale, elle commence à se briser et c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est une évolution qu'on constate dans les chiffres. Il y a plus de plaintes. Il faut savoir qu'en matière de violence sexuelle, le nombre de plaintes a plus que doublé en 10 ans. C'est pas parce qu'il y a 2 fois plus de faits ou 3 fois plus de faits, c'est parce que le silence se brise et tant mieux. Donc ce facteur-là, il existe encore, mais il est en train de se casser. En revanche, ce qui existe toujours, c'est la crainte, la peur. Et ça, je pense qu'elle prend de multiples formes. La crainte de ne pas être cru, d'abord. La crainte aussi des conséquences de la parole. Une victime, surtout quand c'est dans un cadre familial, elle a peur des conséquences de sa parole sur ses proches, sur la structure de la famille. Ça crée une forme de pression, de culpabilité extrêmement grande qui peut enfermer dans le silence. Je parlais de la peur de ne pas être cru. C'est parce qu'il y a un problème dans ces situations, c'est celle de la preuve. On est souvent dans l'ombre, même dans la pénombre, ça se passe souvent la nuit. On est dans un cadre, quand on parle de l'intrafamilial, le foyer, c'est ce qui protège, mais c'est ce qui dissimule aussi dans ces faits-là. Donc, c'est extrêmement difficile parce que ça laisse souvent pas de traces. En tout cas, ça laisse des traces psychologiques, physiques, mais pas de traces qu'on puisse ramener pour prouver. Et puis souvent, c'est tout un cheminement, donc le temps passe, et plus le temps passe, moins le nombre de condamnations qui font suite aux plaintes est grand. Pourquoi ? Parce que les preuves disparaissent, ou parce que il va y avoir tout un discours de si on a mis autant de temps, c'est peut-être que c'était pas vrai. Voilà. Il faut bien sûr aller à l'encontre de ça. Mais voilà, plus le temps passe, moins le nombre de condamnations en proportion est élevé. Face à tout ça, il y a tout un élan. Déjà un élan social, puisqu'on parlait du silence qui se brise. Il y a une formation des professionnels, les enquêteurs, les médecins, les magistrats, les avocats, les psychologues, etc. Il y a tout un corps qui se forme pour appréhender ce poids du silence, ce poids de la culpabilité, ce cheminement vers la parole. Après, il reste que, dans ces faits-là, prouver, c'est difficile. Et donc, il y a une chose, c'est que le principe, c'est que c'est à celui qui prétend qu'il s'est passé quelque chose, et notamment au procureur qui va pouvoir poursuivre. Donc moi, j'avais cette charge avant quand j'étais procureur, c'est à lui de prouver ce qui s'est passé. C'est pas à celui ou celle qui est accusé de prouver qu'il n'a rien fait. C'est spécifique à la France, ce positionnement ?
Non, alors c'est un grand principe dans Ok. l'état de droit. Pourquoi? Parce que si tu renverses ce principe, c'est fichu. Plus personne ne peut se défendre. Ok. Toi comme moi, demain, on peut être accusé de n'importe quoi. Si le principe, c'est que tu es présumé coupable et que c'est à toi de prouver que tu n'as pas fait, c'est extrêmement difficile. De prouver quelque chose de négatif, de prouver il ne s'est rien passé, c'est beaucoup plus difficile que d'apporter les preuves d'il s'est passé quelque chose. Mais en suivant ma logique, attention, j'ai une logique pas franchement logique. Vu qu'on sait aujourd'hui, l'immense majorité qui violent sont des hommes, celles qui le subissent sont majoritairement des femmes ou des enfants. Si on inversait finalement ce concept de présumer innocents les coupables, est-ce que ça rééquilibrerait pas un peu la balance dans le cas de viol, par exemple? Non, à mon avis, alors, hier j'étais procureur, c'est-à-dire que je menais les enquêtes en protégeant les droits et les libertés. Aujourd'hui, je suis avocat et je peux défendre des victimes, je peux défendre des personnes qui sont accusées. Euh, Cet équilibre, il est essentiel parce que si tu renverses le principe, tu pars du postulat qu'une personne face à laquelle tu n'as rien rapporté est coupable et que c'est à elle de déconstruire cette culpabilité. C'est pas possible. Si demain tu es accusé, si je suis accusé, je dois pouvoir partir du principe que j'ai un minimum de droit, c'est celui d'avoir la présomption d'innocence. D'ailleurs, pour le comprendre, en fait, il faut se placer sous une espèce d'ignorance. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je m'imagine dans toutes les situations. Ouais. Quel est le minimum de droit que je dois avoir? C'est celui que on établisse les faits qu'on m'impute. Sinon, c'est vraiment dans les pires régimes qu'il y a des présomptions de culpabilité. Ok. Et il n'y aurait pas une possibilité d'entre-deux, finalement? Ça n'existe pas, l'entre-deux? Alors, l'entre-deux, il y a dans certains domaines des présomptions qui peuvent être renversées, c'est-à-dire en fait des infractions spécifiques où, parce que tu as l'obligation de faire quelque chose, de déclarer par exemple, si tu ne le fais pas, tu es présumé coupable et tu Ok. dois prouver que tu as manqué à une diligence, etc. Mais ça n'a rien à voir avec nos faits. Là, ce qu'il faut faire, c'est libérer la parole, c'est accompagner les victimes, c'est les défendre au mieux quand on est leur avocat, c'est les aider à récolter les preuves, à porter plainte immédiatement, à se conserver des traces, que ce soit des SMS, des photos, des examens médicaux, des confidences, des témoignages de gens qui ont vu, d'autres victimes. Enfin, il faut aider les victimes à se constituer des preuves. Par contre, renverser la présomption d'innocence, à mon avis, c'est pas la bonne solution pour les droits et libertés. Donc à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre que dans le cas où on est agressé, il faut absolument avoir cette démarche de garder le maximum de preuves, d'aller le plus vite possible porter plainte. Parce que tu disais que le délai, plus il s'allonge, plus ça peut amener à ce que ça y ait pas de condamnation. Que l'entourage aussi des victimes le sache, parce que peut-être que la victime, elle est tellement bouleversée et abîmée qu'elle n'est pas dans la capacité de venir récolter tout ça. Il y a vraiment un travail à faire aussi au niveau de la population, de venir accompagner ces victimes-là pour avoir le maximum de preuves, pour apporter le plus de chances possible au moment de l'enquête et du procès. Oui, alors il y a plusieurs objectifs. La première chose, c'est d'être en sécurité. Parce que la proportion de récidive, la proportion aussi de faits qui s'aggravent. C'est-à-dire que là, on parle de violences sexuelles, il y a aussi les violences au sens plus large, qui peuvent monter crescendo, enfin qui peuvent aller crescendo. On a des situations dramatiques. En 2024, c'est 107 femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Je crois qu'il y a eu 270 tentatives de féminicide. Ce sont des chiffres qui ont augmenté par rapport à l'année précédente. Et il faut absolument casser le cycle de la violence dès les prémices. Ne rien accepter, immédiatement aller voir le médecin, faire constater, porter plainte. Et il y a un autre enjeu, c'est que les traces, elles restent peu de temps. Oui. Voilà, sur le corps, idem sur les vêtements. Il faut savoir que quand tu vas porter plainte, quand tu as subi notamment des violences sexuelles, on va récolter des preuves sous les ongles, récolter des preuves sur les vêtements, des traces ADN, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles à évoquer. Enfin, il y a des mots qui sont difficiles à entendre ou à dire devant un micro comme ça dans une salle très épurée. Mais la réalité, c'est que plus vite on va faire constater ça, plus de preuves il y aura et plus on sera en sécurité. Voilà. Donc il faut absolument le faire
pour les proches, accompagner, soutenir, et puis aussi ne pas hésiter à faire appel à des professionnels. Il y a des professionnels de l'écoute, il y a le 3919 pour les violences qu'il faut absolument, dont il faut se saisir. Il y a les professionnels dans le domaine médical. Il y a les avocats qui peuvent évidemment accompagner les victimes. Voilà. La France, c'est un pays qui se mobilise, qui mobilise des moyens, qui mobilise des femmes et des hommes pour aider. Il faut s'en saisir, même si j'ai conscience que c'est difficile. On a balayé un petit peu les choses au niveau de tout ce qui peut, des acteurs que l'on rencontre, du procès, etc. On entend souvent parler d'une affaire qui est classée sans suite. C'est quoi exactement ? Est-ce que c'est différent aussi d'un non-lieu ? Alors, le classement sans suite, c'est l'étape où le procureur a reçu le dossier, c'est-à-dire que l'enquête a été menée. On a fait des auditions, on a récolté éventuellement des preuves. Et là, il va peser. Est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour renverser la présomption d'innocence, pour aller devant un tribunal ou une cour d'assises et demander la culpabilité ? Et même, est-ce que je suis convaincu, moi, de la culpabilité de la personne ? C'est la première étape. Est-ce que le procureur pense que la personne est coupable ? Il faut qu'il pèse les éléments qui sont au dossier. Et là, il va pouvoir, dans certains cas, classer sans suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des affaires où, d'abord, il y a des faits rapportés qui ne constituent pas des infractions. Alors, les faits dont on parle, nous, c'est pas souvent le cas. Ouais. Mais il y a plein de plaintes qui visent des faits qui peuvent être gênants, qui peuvent être contraires à la morale, mais qui ne sont pas des délits ou des crimes. Voilà, donc ça va être classé. Ouais. Après, il y a le problème qu'on ciblait depuis tout à l'heure, celui de la preuve. Quand il n'y a pas de preuve, quand c'est du parole contre parole, l'issue, ce sera qu'il n'y aura pas de condamnation. Si vraiment on est à ce pur stade-là, c'est-à-dire une victime qui va dire « il s'est passé ça », une personne mise en cause qui va dire « ce n'est pas vrai » et qu'il n'y a rien d'autre, pas de traces, pas de message, pas de témoignage, pas de répercussions psychologiques vraiment actées par un professionnel, pas d'autres victimes, etc. Si tu n'as rien d'autre, aller au procès, ça peut être même une violence psychologique supplémentaire pour la victime parce que c'est énormément de temps, énormément de public, de publicité à ces faits. Et puis aussi, c'est poursuivre quelqu'un qui n'est mis en cause que par une parole et sa parole vaut autant que celle de la victime. Donc il va y avoir des classements sans suite pour défaut de preuve. Et c'est vrai qu'en matière de violence sexuelle notamment, le taux de classement sans suite il est important, encore une fois, parce que la preuve elle est difficile à rapporter. Voilà. En revanche, ce taux de classement sans suite, on parlait tout à l'heure des violences intrafamiliales, donc au sens plus large, il a diminué par rapport à ces violences, et surtout, le pourcentage de condamnation et de condamnation en urgence a, lui, considérablement augmenté. Okay. C'est-à-dire qu'avec la libération de la parole, on a eu aussi tout un élan dans le domaine judiciaire pour juger plus vite et plus fort. Le nombre de déferments, c'est-à-dire de présentations immédiates après la garde à vue pour être jugé, le nombre de condamnations avec un emprisonnement ferme, il a augmenté de manière énorme. Je t'arrête juste là, mais quand ça se passe, en fait, est-ce que le procureur, il a assez d'éléments pour pouvoir condamner, finalement ? Parce que quand le présumé est déféré, est-ce qu'il y a assez d'éléments pour l'envoyer finalement en prison dans le cadre d'une agression sexuelle ? Alors, en fait, le procureur ne va orienter le dossier vers ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire les jugements en urgence, notamment, que s'il y a suffisamment d'éléments et si le dossier est prêt. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il va soit poursuivre l'enquête tout seul, soit il va saisir un juge d'instruction. Et j'en viens après à ta question sur le non-lieu. En matière d'agression sexuelle, et encore plus en matière de viol, il va y avoir recours à un juge d'instruction, le plus souvent. En tout cas, pour les viols, c'est le principe puisque c'est un crime et la loi prévoit qu'en présence d'un crime, il faut faire appel au juge d'instruction. Ok, donc le viol est un crime et quand il y a crime, ça passe devant un juge d'instruction. Alors, c'est le principe. Mais il y a quand même des cas où on ne va pas saisir un juge d'instruction parce que dès le début, il n'y a aucun élément. Okay. Et comme les juges d'instruction sont peu nombreux et qu'ils ont déjà beaucoup de dossiers, puisqu'on verra que le nerf de la guerre, c'est l'absence de moyens en France, de la justice, on ne va saisir le juge d'instruction que des cas où il y a quelques éléments et qu'il faut creuser. Si vraiment il n'y a rien dès le début et qu'on n'arrive à rien, parfois il ne va pas y avoir de saisine de juge d'instruction. Il faut savoir que la victime peut elle-même saisir le juge d'instruction. Ok. Voilà. Comme elle peut elle-même saisir le procureur si elle considère que les policiers ou les gendarmes ne reçoivent pas sa plainte. Voilà. Il y a toujours des moyens, et c'est là où les conseils d'un avocat peuvent être importants, c'est qu'on peut forcer la justice à agir quand il y a comme ça des poids morts. À l'issue du travail du juge d'instruction, quand il a mené son enquête à charge et à décharge,
il va décider s'il renvoie devant une juridiction ou s'il y a un non-lieu. C'est quoi une juridiction ? Un tribunal, une cour d'assises, une cour criminelle, etc. Le non-lieu, c'est la décision où il considère qu'il n'y a pas de charge suffisante, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour penser que la personne est coupable. Donc c'est son classé sans suite à lui. Exactement. Le classement sans suite, c'est la décision du procureur. Le non-lieu, c'est la décision du juge d'instruction. Et la troisième étape, parce que peut-être qu'on peut se poser la question, c'est coupable non coupable, parce que c'est un peu la troisième étape du cheminement vers la culpabilité. Là, c'est le tribunal ou la cour qui dit, bah voilà, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour établir la culpabilité ? Si c'est non coupable. Donc c'est une relaxe devant le tribunal ou c'est un acquittement devant la cour. Et si c'est oui, c'est coupable. Ce que j'entends, c'est que finalement, quand on a un classé sans suite, ça veut pas dire on s'en fout. On vous croit pas ou on s'en fout forcément. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que s'il n'y a pas assez de preuves, c'est amener une victime devant la cour, la faire témoigner, payer des avocats. Est-ce que ça rajoute finalement de la souffrance sur quelque chose où on est sûr, enfin vous êtes sûr, ou tu étais sûr. Moi j'ai toujours cru que le classé sans suite c'était on s'en fiche en fait ou on vous croit pas. C'est pas forcément ce cas-là quoi. C'est jamais ce cas-là. Jamais un procureur, ce que je faisais avant, jamais un procureur va dire « je m'en fous ». C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, quand j'étais procureur, souvent, dans les dossiers comme ça, je prenais le temps d'une explication. Alors, ça prenait la forme d'une lettre ou, dans les cas les plus sensibles, d'un accompagnement avec une association d'aide aux victimes pour expliquer. Et la phrase importante, c'était de dire « cette décision ne veut pas dire que ce que vous dites est faux ». Ça ne veut pas dire que je ne vous crois pas. Ça ne veut pas dire que vous mentez. Ça veut dire que là, je n'ai pas de preuve. Voilà. C'est ça l'enjeu. C'est je n'ai pas de preuve pour renverser cette présomption et c'est à moi de rapporter la preuve. Et là, tout ce qu'on a fait, audition, confrontation, recherche de traces, de photos, de SMS, etc., tout ça n'a pas porté ses fruits. Et donc, c'est ce que tu évoquais. Plutôt que de laisser le dossier en attente de jugement, ce qui prend des années. Il faut savoir que la durée moyenne pour un jugement d'un viol sur mineur aujourd'hui, c'est plus de 7 ans. 7 ans. Une victime va attendre, en espérant un procès pendant des années, pour un procès dont on sait dès l'origine que l'issue, sauf cas absolument exceptionnel d'une reconnaissance à l'audience qui viendrait sans élément de preuve, ça arrive, mais c'est infime comme proportion. Eh bien, on sait dès le départ qu'on va faire patienter comme ça une victime jusqu'à une audience qui va être terrible parce qu'elle va être acculée de questions. Et pour le coup, l'avocat en face va dire « moi, je ne vous crois pas. Moi, je pense que vous mentez parce que mon client lui dit qu'il est innocent. » Et l'avocat peut être de totale bonne foi parce que son client lui dit qu'il est innocent. Et on a parfois des mensonges. Ça arrive quand on ne sait pas qui dit la vérité. Ouais. Donc, faire ça, c'est effectivement parfois imposer une violence supplémentaire. Là où, en revanche, il faut que la décision de classement n'impose pas une violence supplémentaire. C'est qu'il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit expliquée. Et c'est là où le rôle d'un avocat, le rôle d'une association d'aide aux victimes est fondamental. Pour dire à la victime, ce n'est pas qu'on s'en fiche, ce n'est pas qu'on ne vous croit pas, c'est qu'il n'y a pas de preuves pour aller établir la culpabilité. Et derrière, tu l'accompagnes, je sais pas, t'appelles une association, il y a une mise en contact, il y a un espèce d'airbag pour amortir la violence du on peut pas pour le moment aller plus loin. Il y a 2 acteurs fondamentaux. Il y a l'avocat. C'est-à-dire que là, concrètement, aujourd'hui, moi, dans mon rôle, c'est quand je reçois ce courrier, parce que souvent, le procureur va l'envoyer à l'avocat, c'est de faire un entretien avec ma cliente ou mon client et de lui expliquer la décision. C'est vrai que moi, mon expérience passée, elle m'aide à expliquer parce que j'ai été de l'autre côté. Ouais. Donc, je vais pouvoir expliquer cette décision. Par contre, si on n'est pas d'accord, on va pouvoir saisir un juge d'instruction. On va pouvoir demander au procureur de revoir sa position, faire un recours contre la décision du procureur. C'est possible devant sa hiérarchie, le procureur général. On peut pousser la justice pour qu'elle agisse parce que nous, on considère qu'il y a suffisamment. Et le second acteur, c'est l'association d'aide aux victimes. Effectivement, le procureur peut la saisir et demander à ce qu'un rendez-vous soit pris pour expliquer à la victime, pour l'accompagner, pour lui apporter un soutien psychologique dans la durée. Est-ce qu'il y a aussi un soutien social parce que il y a toute la problématique dans ces affaires de se reloger, de se reconstruire, etc. On parlait tout à l'heure des preuves. Je suis en train de me dire, au fur et à mesure que je t'écoute, c'est triste, mais
en fait, il faut que les femmes, en voyant les statistiques, elles sont dramatiques, hein, le risque d'être victime d'agression sexuelle ou de viol, c'est quand même très élevé. Quand on évolue dans notre société, il faut avoir conscience que ça peut arriver. Et en gros, si ça arrive, il faut choper de la preuve, en fait, quand ça arrive. Il faut peut-être griffer. Il faut créer de la preuve, en fait. C'est peut-être le seul truc auquel on peut arriver à faire fonctionner le cerveau, c'est se dire quand ça arrive, si on y arrive, à essayer d'avoir de la preuve, parce que c'est très compliqué de venir savoir ce qui s'est passé. T'en penses quoi ? Sur ce que tu disais au début, c'est dans les statistiques, les dernières, c'est 14% des femmes qui sont victimes dans leur vie aujourd'hui d'une violence sexuelle. C'est énorme. Ouais. Ça veut dire 1 sur 8. Ouais. C'est presque 4% des hommes. C'est beaucoup moins, mais c'est beaucoup aussi. C'est une vraie réalité. Donc, ces personnes-là, le message à leur faire passer, c'est protégez-vous d'abord en signalant dès les premiers prémices. Oui. Ne laissez pas les choses s'envenimer. Tout de suite. Coupez le cycle de la violence, y compris sexuelle. Ne tolérez rien. Oui. Voilà. La deuxième chose, c'est effectivement sauver toutes les preuves possibles. C'est prenez des photos de vos marques, allez tout de suite à l'hôpital, laissez les vêtements être saisis, laissez les prélèvements se faire. Parce que parfois, on n'a même pas conscience d'avoir griffé. Parfois, on n'a même pas conscience d'avoir une trace ADN. Mais il faut savoir que dans les faits qu'on voit parfois les plus dramatiques d'un viol, d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de plus dramatique ou pas, mais un viol dans la rue par un inconnu, etc., il faut savoir que tout ça, ça laisse des traces. Parce qu'on touche, parce qu'effectivement, on peut griffer, parce qu'il reste des choses. Et tout ça, il faut que ce soit prélevé, il faut que ce soit analysé, il faut qu'on ait la preuve, il faut qu'on recherche, il faut qu'on arrête, il faut qu'on juge. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du délai, tu parlais de 7 ans, ce qui me semble énorme. Et pourquoi des délais aussi immenses sur des faits aussi graves ? Est-ce que ça a du sens de venir juger après autant de temps ? Alors j'imagine que oui, mais bon, il vaudrait mieux que ça soit plus court. Qu'est-ce qui se passe là, en France ? Alors, plus on va tarder à juger, moins le jugement aura de sens. Pourquoi ? Parce que les faits vont s'éloigner, donc on va perdre des preuves. Les personnes ont parfois totalement changé de situation, la victime comme l'auteur. Donc on va être en décalage par rapport à la situation au moment des faits. Et puis les peines, plus tu attends pour juger quelqu'un, plus la peine qui va être prononcée souvent fond. Pourquoi ? Parce que il y a des cas où la personne a bien évolué et tant mieux pour lui et pour la société. Mais parce que aussi, plus tu attends pour juger, moins tu es dans la réponse immédiate et finalement dans la sanction qui a du sens. Plus tu attends, moins ça a de sens. Donc il faut juger le plus vite possible. Mais pourquoi on n'arrive pas à juger le plus vite possible ? D'abord parce que ces procédures peuvent effectivement prendre du temps. Il faut que la justice puisse enquêter, mais ça ne justifie jamais 7 ans. Pourquoi on n'arrive pas à juger ? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens d'enquête, il n'y a pas suffisamment de policiers, il n'y a pas suffisamment de gendarmes, il n'y a pas suffisamment d'avocats, il n'y a pas suffisamment de procureurs, il n'y a pas suffisamment de juges. Les chiffres, ils sont catastrophiques. Quand on regarde en France, tu as 2 fois moins de juges que dans la moyenne européenne et tu as 4 fois moins de procureurs en France que dans la moyenne européenne. Là où tu as, pour 100 000 habitants, 11 procureurs en Europe, tu en as 3 et quelques en France. Et chaque procureur a, je ne sais pas combien de fois plus de dossiers, puisque je t'ai dit tout à l'heure que les procureurs français étaient ceux qui avaient le plus de pouvoir. Donc, moi, quand j'étais procureur, sur mon bureau, on a une montagne de dossiers à traiter qui est faramineuse. Évidemment que les faits dont on parle, nous, là, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et sexistes, ce sont les priorités, donc on ne va pas les sacrifier. Mais le problème, c'est que tu as un phénomène d'engorgement. Ouais. Et le nombre de dossiers à juger devant les cours d'assises, donc pour les crimes, ou les cours criminels, les crimes mais les moins sévèrement punis, mais le viol fait partie de ces crimes devant les cours criminels. Ce chiffre-là, c'est-à-dire le stock en attente, en 5 ans, il a doublé. x2. Mais derrière, tu as des victimes qui attendent, et tu as aussi des auteurs qui sont parfois en détention provisoire et qui vont parfois être libérés parce qu'on n'arrive pas à les juger. Et il y a eu un cri d'alarme de certains procureurs et procureurs généraux qui ont dit « Attention, là, moi, je suis en train de libérer des personnes
qui étaient en détention provisoire parce qu'elles étaient dangereuses, mais j'arrive au bout des délais, je ne peux plus les garder et je ne peux pas juger. Pourquoi ? Parce que j'ai pas de juge pour juger, parce que j'ai pas de salle pour juger. Voilà. Donc, le pourquoi, c'est il faut que la justice ait plus de moyens. Et ça, c'est l'État qui le décide. Elle décide de son budget au niveau de la justice. Oui, alors, il faut savoir que on hérite de décennies d'abandon budgétaire. C'est-à-dire que ça fait 30 ans que la justice ne reçoit pas les moyens dont elle a besoin. Oui, parce qu'on entend parler des hôpitaux, des écoles, mais on vous voit pas là dans la rue, vous avez vos petites robes et vous énervez. Alors, il y a eu des manifestations. Ouais. Il y a eu notamment des actions, des avocats, même des magistrats pour dire que la justice n'avait pas assez. Il y a eu une tribune qui a été signée par une immense majorité de magistrats, de greffiers, pour dire, nous, on veut plus choisir entre juger vite et mal ou juger bien mais dans des délais complètement inacceptables. C'est pas possible. Voilà. Ouais. Et les avocats, pareil, on veut plus de cette justice qui n'a plus de sens parce qu'elle est trop lente. Il faut savoir qu'il y a des efforts budgétaires qui sont faits. Depuis quelques années, le budget de la justice a augmenté. Vraiment. Il faut saluer ces efforts. C'est combien le budget de la justice ? Parce que moi, je le connais, le chiffre, et dis-le nous. C'est entre 10 et 11 milliards d'euros. Ok, ce qui représente combien dans le budget total de l'État ? Très peu, c'est 2 à 3%. Ok. Voilà. C'est très très peu. C'est moins que la moyenne européenne des autres pays. Ce qui explique que comparé aux voisins, ça soit beaucoup plus la cata. Oui. Il faut plus de budget, mais on est dans un temps budgétaire pour notre pays qui est très difficile. Là, oui. Voilà. Donc, on hérite d'un abandon budgétaire. Les gouvernements, les derniers, font des efforts. En fait, quand on dit des gouvernements, oui, ce sont leurs décisions, mais c'est toute la population qui fait des efforts, parce que ce sont nos impôts qui payent la justice. Ouais. Donc nous tous, nous avons placé l'effort dans la justice comme un effort prioritaire, parce qu'il y a peu de budget qui augmente dans les portefeuilles ministériels. Mais on a tellement de retard. Et ça prend du temps, en plus, de former des juges, des procureurs, des enquêteurs, des avocats, etc. Je sais que d'ailleurs, tu formais à l'école de la magistrature. Oui. J'imagine que là aussi, il y a des quotas, etc. Donc, tout s'engorge et on ne peut pas faire ça en un an ou deux, de venir tout remettre à niveau comme dans les autres pays européens. Non. D'abord parce que ça coûterait trop cher. Il faudrait un effort budgétaire colossal. Donc, c'est par étapes. Et ensuite, parce qu'il faut plus de 3 ans pour former un juge ou un procureur. Il faut plus d'1 an, 2 ans pour former un avocat. Il faut du temps pour former des enquêteurs, des greffiers, etc. Donc tout ça prend du temps. Donc on a à la fois des décennies de retard et puis ensuite un effort qui se fait dans la durée. Ça a commencé, mais vraiment, la montagne, elle est très haute à gravir. Il faut tenir, il faut avancer. Moi, pour les gens que je défends, pour les victimes comme pour les accusés, il faut absolument que la justice puisse répondre plus vite. J'ai 2 idées en même temps, elles se sont télescopées. Donc derrière je ne crois plus en la justice, il y a plus à se mettre en colère et à demander plus de moyens. À vouloir plus de moyens dans la justice, c'est pas la justice, j'y crois plus en fait, mais c'est que le système, on a besoin d'aide là-dessus, oui. sur la justice. Tout à l'heure, tu parlais des victimes qui n'osent pas aller porter plainte parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. Ça m'a évoqué quelque chose. On dit souvent que le parcours d'une victime, c'est un peu semblable à celui de la loterie. Il va y avoir quel policier, quelle personne elle a en face au moment du dépôt de plainte. Ça dépend également peut-être du magistrat de garde, du nombre de dossiers qu'il a sur son bureau, de ses convictions personnelles aussi ou pas ? Alors, il faut savoir que pour éviter tout ça, pour éviter ces aléas, ces biais, il y a des directives qui sont données. Dans la justice, la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences sexuelles, c'est la priorité. C'est l'une des priorités, mais c'est vraiment la priorité numéro 1. Et donc, ça réduit ce biais. Parce que justement, ce dont je te parlais tout à l'heure, les mains courantes, on les a enlevées. Le principe de mener des enquêtes, de juger vite, il s'impose. Et concrètement, la part d'aléa, en fait, elle se réduit grâce à ces directives. Donc évidemment qu'il y a des décisions humaines. La justice, c'est pas une machine. Et donc, il y a une part aussi de la femme ou l'homme qui va décider qui est dans la décision. Mais il y a vraiment une culture qui se crée pour répondre. Par contre, sur ce que tu disais, au-delà d'une loterie, moi je dirais que c'est un parcours du combattant pour une victime.
parce qu'elle a déjà subi des faits qui l'ont marqué, mais en plus de répéter, 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 et d'avoir à ramener la preuve, ça peut être difficile. C'est difficile, parce qu'il y a la plainte, il y a l'examen médical, il y a la confrontation, il y a la nouvelle audition, il y a l'audience. Il faut répéter. Et puis dès qu'il y a un écart, il peut y avoir une brèche pour dire c'est faux. Or, la mémoire, elle peut s'atténuer. Surtout, oui, parce qu'en plus, moi, j'avais découvert que du moment où on accédait à un souvenir, on venait le modifier à 50% à chaque fois. Ouais. Donc ça vient dégrader finalement le souvenir. Il y a quoi à faire, faut s'enregistrer et se répéter en boucle. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, et en plus, on est dans un moment où quand on vit les faits, il y a un phénomène traumatique monstrueux. Et donc, l'impression sur la mémoire, parfois, elle est même occultée pour se protéger soi-même. On va pas imprimer parce que c'est trop difficile de s'en souvenir. Nous, on a eu une expérience à l'école de la magistrature, quand j'étais en formation à la base pour être magistrat. On nous a passé un film dans un amphithéâtre, et c'était dans une supérette, et on voyait quelqu'un de louche rentrer. On savait tous que c'était pour un exercice sur la parole, la mémoire, etc. Donc on était tous très attentifs, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, parce qu'on ne sait jamais quand les faits vont survenir. Donc on était tous très attentifs, on voit rentrer quelqu'un de louche, et puis on se dit, oh là, il va se passer quelque chose avec la personne qui est à la caisse, voilà. Et puis d'un coup, il y a une voiture qui se gare, quelqu'un qui rentre, qui fait un braquage, qui tire, et qui s'en va. Et là, on nous distribue un questionnaire. On nous demande de quelle couleur était le blouson du tireur. On nous demande comment il était coiffé. On nous demande dans quelle position, quelle arme il avait, etc. Et toutes les réponses étaient complètement contradictoires. Ouais. Il y en avait qui avaient vu un blouson noir, d'autres parce que c'est typique du tireur, blouson noir, Ouais. d'autres qui avaient vu un pull rouge. Enfin, c'était incroyable. Et on se dit qu'on était confortable dans un amphithéâtre. Et ça, c'est important, parce que ça permet de comprendre le décalage qu'il peut y avoir parfois entre un récit et des éléments qui ont capté, par exemple une vidéo, des photos, etc., ou d'autres témoignages qui sont parfois discordants. Alors, je te dis ça, mais on est toujours sur il faut prouver. Ouais. Donc il faut avoir conscience de ça, mais en même temps, il faut réussir à discerner le vrai du faux dans les récits qui sont donnés. Donc c'est très difficile, mais il faut absolument faire ce travail de manière humaine. Il ne faut pas notamment déléguer ça à une machine avec un système de points. Ouais. C'est pas ça. Ce qui va déterminer le juge, au final, c'est son intime conviction. Mais c'est tellement, mais l'intime conviction, c'est hyper intime, comme tu le dis. C'est pas matériel. C'est quelque chose qu'on ressent. Et forcément, quand on est par exemple un homme élevé dans notre société très patriarcale, il y a des biais quand même qui rentrent là-dedans. Alors les biais, évidemment, on juge avec sa personne, on juge dans une société. Mais les biais, ils peuvent être corrigés, ils peuvent être atténués. Ils le sont par la formation, parce qu'on apprend à connaître ces biais, et ils le sont par la pluralité, parce que dans les faits les plus graves, on ne juge pas seul. Et ils le sont aussi par le devoir de motiver, parce que quand tu rends une décision, tu vas devoir la justifier, et il peut y avoir un appel. Et la cour d'appel, elle va regarder sur quel fondement tu t'es basé. Elle va rejuger. Donc tout ça va essayer de corriger. Et c'est là où, par exemple pour les crimes les plus graves, le fait qu'il y ait en cour criminelle pour les viols, c'est 5 juges au lieu de 3. Il y a même des délits où c'est 1. Là, c'est 5 juges. La cour d'assises, c'est des juges plus des jurés populaires. Donc tu vas augmenter le nombre de personnes pour réduire le risque de biais individuel. Ok. Je vois. Et dans les écoles de magistrature, ils vous déconstruisent le modèle patriarcal? Est-ce qu'il y a des cours là-dessus? Il y a quelque chose qui se fait pour prendre compte, quand on est un homme, on s'en rend pas forcément compte, hein, c'est pas simple, hein, de se rendre compte de tout ce qui aide les hommes, tout ce qui les aide aussi à dominer dans la société. Il y a des choses que vous venez déconstruire en école de magistrature? Alors, on reçoit, à l'école de la magistrature, ils reçoivent des formations de plein de professionnels, de psychologues, de psychiatres, d'assistantes, assistants sociaux, sociales, de victimes,
d'auteurs même. On écoute des gens qui ont vécu ces situations pour essayer justement de déconstruire tous les préjugés. Voilà. C'est pas possible parce qu'on reste humain. Oui. On va chacun être sensible à certaines choses, moi à d'autres. Mais encore une fois, il y a quand même une posture professionnelle et il y a cette pluralité qui peut aider. Il y a cette possibilité de faire un recours. Tout ça, ce sont des garde-fous. Et d'ailleurs, on pourrait renverser la question parce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être une question que tu te poses, mais la justice, elle n'est pas rendue majoritairement par des hommes. Oui, on y va tout de suite, Maxime. Si tu veux. Qui sont ces magistrats? Parce qu'en plus, le mot magistrat, il cache la réalité. Qui sont ces personnes derrière les murs, les procureurs? Parce que procureur, en plus, il n'y a pas pour procureuse. Procureureux. Procureureux. C'est aussi. Ouais. Substitute. Donc, quels sont les chiffres en termes de parité dans ce métier-là? Alors, dans toute la justice, il y a une grande place de la femme. Ouais. Dans tous les métiers de la justice, que ce soit pour les greffiers, pour les avocats, pour les magistrats. C'est encore plus fort pour le greffe et pour les avocats, mais si tu me parles que de la magistrature, c'est 70% de femmes. Ouais. Donc on est sur un métier qui n'est pas paritaire, mais dans le sens domination féminine en termes de chiffres. En revanche, là où c'est important, c'est que il faut distinguer parmi les fonctions. Et quand tu regardes la proportion des femmes dans les différentes fonctions de magistrat et surtout dans les différents positionnements hiérarchiques, là par contre, tu n'as pas une reproduction des 70%. Okay. C'est-à-dire que les femmes, du fait notamment de cette culture sociale qui évolue mais qui reste encore très présente, vont prendre des fonctions où elles vont avoir plus de disponibilité à la maison, une plus grande flexibilité. Donc ça va être des postes de juge au civil où elles vont pouvoir travailler à la maison, et beaucoup moins au parquet par exemple, parce que le parquet, tu as des permanences de nuit, de week-end, etc. Donc la proportion au parquet, c'est 63% de mémoire. Donc c'est quand même plus de femmes que d'hommes, mais c'est moins que 70%. En revanche, quand tu regardes en termes de positionnement hiérarchique, là, en fait, c'est normal, ça évolue avec retard parce que tu atteins les positions hiérarchiques avec un certain temps quand tu rentres dans la magistrature. Donc ça évolue, mais il y a encore une sous-représentation par rapport aux 70% des femmes dans les plus hauts postes de la magistrature. Progressivement, elles atteignent ces postes, mais c'est encore insuffisant. Il faut aller plus dans l'égalité dans ces postes-là. Comment on vit son quotidien quand on est magistrat, qu'on a des dossiers par-dessus la tête, tout autant gravissimes, avec des enfants victimes, des femmes, et comment on rentre le soir quand on sait qu'on n'a peut-être pas eu le temps de traiter. Enfin, comment c'est vécu de l'intérieur? C'est très difficile sur la dernière chose que tu disais, c'est-à-dire pas le temps. Ça, c'est très difficile. Mais comme un avocat, d'ailleurs. Quand tu as beaucoup de choses à traiter, tu as envie de le faire bien parce que c'est l'enjeu humain, parce que tu as envie d'accompagner au mieux ou de protéger au mieux pour le magistrat. C'est très insatisfaisant, très insécurisant et ça appelle des moyens, il n'y a pas de question. Sur la première partie de la question, que ce soit pour les avocats ou pour les magistrats, on est des professionnels. Donc, c'est comme un médecin. Bien sûr que tu vas être touché par certaines situations. Moi, j'ai vécu des situations, que ce soit en tant que magistrat ou à accompagner des victimes, des auteurs, ça peut être dramatique, parce que tout s'effondre. Et des cas vraiment extrêmement graves, extrêmement douloureux, où j'ai pu moi-même être touché, mais il faut rester professionnel. Et on est formé pour ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience de magistrat et d'être formé à l'école de la magistrature, qui est une école exceptionnelle, où vraiment on nous apprend à recevoir cette douleur et à essayer de s'en protéger et de la gérer. Maintenant, je ne vais pas te cacher qu'il y a certains dossiers, et je pense que là, on est tous sensibles à certaines choses. Voilà, moi, quand j'ai eu des dossiers qui touchaient des enfants qui étaient décédés, là, c'est extrêmement difficile, bien sûr. D'autres vont être touchés par d'autres types de dossiers, mais je crois que ça, c'est vraiment les dossiers les plus difficiles. Tu vois des choses, tu vis des choses qui t'imprègnent, qui te marquent. Maintenant, c'est ton travail et il faut que tu sois bon. Tu sois bon en tant que magistrat, il faut que tu sois bon en tant qu'avocat, soit pour défendre la victime, pour défendre ton client qui est mis en cause parce qu'il a le droit d'être défendu, parce que tu défends pas des faits, tu défends une femme ou un homme, ou pour le magistrat, pour le procureur, pour mener ton enquête, pour rester pro, pour ne rien oublier, pour le juge, pour garder la tête froide et pour trancher avec justesse. Mais tout ça, c'est empiré par les délais, c'est-à-dire que
s'il y avait assez de magistrats, assez d'avocats, assez de lieux, assez de juges, etc., ça pourrait être beaucoup plus rapidement traité. Je pense à l'inceste, par exemple. Très rapidement, on peut extraire l'enfant du milieu dans lequel il est violenté, le mettre en sécurité. Et j'imagine que quand on est dépassé par le nombre de dossiers, on peut pas agir aussi vite si. Alors oui, le temps, le délai, c'est un facteur essentiel. Et d'ailleurs, la loi évolue sur ce point-là. Par exemple, il y a une mesure qui s'appelle l'ordonnance de protection, qui peut être prise pour sécuriser une victime, pour empêcher le contact, pour empêcher que la personne vienne au domicile de la victime en matière conjugale. Et ça, le délai pour la rendre a été raccourci. C'est ce qui a changé en 2021 ? Voilà, ça fait partie des mesures qui ont évolué récemment. Il y a eu plusieurs comme ça mesures. On a créé aussi des mesures d'accompagnement comme le téléphone grave danger, comme le bracelet anti-rapprochement. Tout ça, ce sont des mesures d'urgence qui vont permettre, dès le début, dans le temps de l'enquête, et même avant l'enquête pour certains cas, de protéger tout de suite. Mais malheureusement, pas assez de moyens là encore. On sait que ces téléphones et tout ça, il en manque cruellement pour protéger toutes les victimes. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même on se saisit. On voit dans les chiffres que la distribution des téléphones grave danger, la distribution des bracelets, les ordonnances de protection, tout ça, le nombre est en train d'augmenter. Encore une fois, à mon sens, pas parce qu'il y a plus de faits en soi, mais parce qu'ils sont plus révélés, et parce qu'on réagit plus vite et mieux. On a la cyberpédocriminalité qui explose. Est-ce que la justice française, elle a vraiment les moyens techniques, législatifs, pour lutter sérieusement contre ces réseaux-là ? Alors, c'est un fait, effectivement, que le nombre de situations signalées augmente. Pourquoi ? C'est important, je pense, de se poser ces questions, parce que derrière, il y a des phénomènes. D'abord, parce que les techniques d'identification progressent. Donc ça, c'est important. Les plateformes de signalement se construisent et il y a des réflexes de signalement qui n'existaient pas auparavant. Mais aussi parce qu'il y a des faits qui deviennent parfois plus faciles avec des techniques pour se dissimuler, le recours à des réseaux qui sont dissimulés, où il y a des échanges de supports. Il y a maintenant de nouveaux phénomènes comme celui de l'intelligence artificielle qui peut générer du contenu, qui va manipuler des images, mais qui reste en réalité sur un phénomène qu'il faut absolument proscrire, parce que même si derrière c'est une manipulation d'image, en termes de consommation et de ce que ça peut produire après de comportement, c'est évidemment à bannir. Donc il y a ce phénomène, à la fois on décèle plus, mais il y a aussi un phénomène qui existe et qui perdure. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que la loi permet ? La loi, elle réprime, elle punit cette cyberpédocriminalité, y compris d'ailleurs quand elle est simulée, c'est-à-dire quand ce sont des dessins ou des représentations ou de fausses images qui sont manipulées. Et elle offre des moyens d'investigation, y compris des moyens d'infiltration, de personnes qui vont se faire passer pour essayer d'entrer en contact avec des consommateurs ou même des personnes qui nourrissent, c'est-à-dire qui mettent du contenu. Et on a des dossiers qui aboutissent. Maintenant, est-ce qu'il y a assez de moyens ? On en revient toujours à la question de base, c'est non. Enfin, la réponse de base, c'est non. Il n'y a pas assez de moyens. Il faut plus d'enquêteurs, il faut plus de techniques. Et voilà, il faut continuer la réglementation. C'est un défi qu'il faut absolument relever parce que c'est un phénomène qu'il faut bien sûr proscrire. On en a parlé tout à l'heure, dans le viol, la contrainte, l'absence de consentement, c'est un cauchemar judiciaire. Comment on peut trancher parole face à parole ? Tu disais que c'était juste parole face à parole, c'est pas possible, non ? Alors, il faut savoir que la loi, elle vient d'évoluer sur cette question, puisque jusqu'à présent, la notion de consentement n'était pas dans la définition du viol. On définissait le viol et on devait prouver le viol par le moyen employé, la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. La loi a été modifiée pour faire rentrer la notion de consentement, voilà, qui doit avoir des qualités pour permettre la relation sexuelle. Il doit être préalable, il doit être spécifique, il est révocable, il doit être éclairé, il doit être libre, bien sûr. Tout ça, ça protège contre, bien sûr, le fait de forcer, contre le fait de faire autre chose que ce à quoi on a consenti, le fait de surprendre, etc. C'était important, mais ça reste évidemment une preuve à démontrer.
Voilà. Il faut montrer qu'il n'y avait pas de consentement. Et comment on le fait quand ça se passe dans un lit, dans une chambre et qu'il n'y a personne autour? C'est toujours l'enjeu de la preuve. C'est ça qui est difficile et qui explique l'orientation après et le faible nombre de condamnations. C'est les traces, c'est parfois les messages échangés après qui vont reconnaître une forme de culpabilité et qu'il faut absolument conserver, bien sûr. C'est le comportement de la personne avec d'autres victimes. Oui. C'est la répercussion psychologique sur la victime. Voilà, tout ça, Ça constitue des preuves. ça constitue des preuves. Ça constitue ce qu'on appelle un faisceau d'indices, c'est-à-dire des faisceaux de lumière qui vont éclairer la vérité. On entend depuis peu la correctionnalisation du viol. C'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer? Oui, alors tout à l'heure, on disait que le viol est un crime. Donc Ouais. normalement, c'est jugé devant une cour criminelle ou une cour d'assises. Mais il est possible, en cours d'enquête, de retirer la notion de viol qui impose une pénétration pour considérer que ce n'est retenu que comme un attouchement sexuel où il n'y a pas de pénétration. Ça existe, attouchement sexuel dans la loi, attouchement? Non, on Ok. parle d'agression sexuelle. Ouais, voilà. Ou d'atteinte sexuelle concernant les mineurs. Donc l'idée, c'est qu'on va retenir une agression sexuelle où il n'y a pas de pénétration. Pourquoi? Alors, il y a des correctionnalisations, c'est-à-dire on passe de l'agression parce qu'on n'a pas prouvé la pénétration. Là, c'est Ok. l'enjeu de la preuve et ça s'impose parfois. Mais il y a des cas où on retenait l'agression plutôt que le viol pour aller devant le tribunal correctionnel, pour éviter aussi d'ouvrir une instruction. Alors, pourquoi on faisait ça? Ça a parfois plusieurs buts. D'abord, on réduit la durée de l'enquête, puisqu'on passe pas par le juge d'instruction, dans certains cas. Ensuite, on évite un procès devant une cour d'assises. C'est très difficile de réunir une cour d'assises. Je t'ai dit tout à l'heure que le Oui. stock avait doublé et qu'on met des années et des années à juger. Le tribunal correctionnel, c'est beaucoup plus rapide. On évite aussi à la victime un procès aux assises qui peut être extrêmement douloureux parce qu'aux assises, on va passer beaucoup de temps sur la personnalité de l'auteur. Ça va parfois prendre la moitié du procès et c'est parfois douloureux pour une victime, même si c'est essentiel parce qu'on juge une personne, c'est parfois difficile pour la victime. Mais ces objectifs, ils ne doivent pas masquer que derrière, on retire la vraie nature de ce qui s'est passé. Parce qu'on va dégrader la qualification. Ouais. On va retenir une agression alors que c'est un viol dans les faits. Donc ça requiert le consentement de la victime. On va demander à la victime, notamment à l'issue de l'instruction, mais même à l'enquête, le procureur le fait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ne retienne pas la pénétration, mais l'agression pour être jugée devant le tribunal correctionnel plus vite, sans procès d'assises? Si elle dit non, on ne va pas passer outre. Il faut savoir que la création des cours criminelles départementales, il y a quelques années, a eu pour but justement de réduire ce phénomène. Pourquoi? Parce que les cours criminelles départementales sont censées juger plus vite et dans des délais, dans des durées, c'est-à-dire le temps du procès en lui-même plus court. Et donc on s'est dit, ça va éviter les phénomènes de correctionnalisation. On manque de recul pour savoir encore si vraiment la part de correctionnalisation diminue vers les cours criminelles départementales. Donc, ce qu'on en a entendu, moi, ce que j'avais vu passer sur les réseaux, c'était que c'était délétère pour les femmes, qu'on venait, c'était encore les hommes. Enfin, voilà, moi j'en entendais que c'était pas bon finalement pour les femmes, alors que en interne, c'est plus stratégique aussi pour apporter un jugement peut-être plus rapide aussi à la victime, l'amener à moins à souffrir et répondre avec les moyens du bord aussi que vous avez. Donc déjà, c'est pas une décision d'homme, ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais. c'est 70% de femmes, la magistrature, Ouais, donc c'est ouais. pas une décision d'homme. Ouais. Effectivement, c'est une décision qui se prend avec plusieurs facteurs. Voilà, on essaie de peser. Aujourd'hui, il y a les cours criminelles départementales, donc ça va moins être une option, mais ça reste parfois envisageable et c'est toujours avec l'accord de la victime. On est face aujourd'hui à de plus en plus, tu l'as dit tout à l'heure, avec le manque de moyens, de budget, etc. On entend de plus en plus les gens dire « je ne crois plus en la justice ». C'est quoi le risque, finalement, pour la démocratie quand une institution perd la confiance de la population? Alors aujourd'hui, c'est moins de 50% des gens qui disent avoir confiance dans la justice. C'est beaucoup moins que d'autres institutions comme les maires, même comme la gendarmerie par exemple. Ouais. C'est beaucoup plus que d'autres, au contraire, comme les partis politiques ou les médias. On est dans une société où la notion de confiance se dégrade. C'est pas forcément mal d'être méfiant. En démocratie, il faut pas faire confiance de manière aveugle. Il faut être rassuré
informé pour gagner la confiance ou pour l'avoir. Maintenant, quand on voit une institution comme la justice avoir un phénomène d'érosion de la confiance, il faut s'en inquiéter. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose de, j'allais dire de magique, mais qui se passe dans une salle d'audience. Moi, quand j'étais procureur, je le voyais. Quand je suis avocat, je le vois aussi. Euh, la plupart des gens acceptent la justice. C'est-à-dire, une victime va accepter que ça se passe comme ça et qu'elle ne sera jamais totalement vengée par ce système. Un auteur va souvent se soumettre et ne va pas se rebeller, frapper, vouloir s'enfuir. La plupart des gens acceptent d'être jugés. Le public va accepter que on peut pas présumer la culpabilité, il va falloir écouter ce qui se dit et le juge va trancher, même si moi, mon opinion de base, c'est il est coupable ou elle est coupable. Tout le monde accepte. Si la confiance se dégrade jusqu'à un point où l'idée même que tout ça est juste et aboutit à quelque chose d'équilibré n'existe plus, tout s'effondre. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est le catalyseur des tensions de la société. C'est là où tous les conflits se polarisent. Et c'est l'endroit où on doit transformer le conflit en une restauration de la paix sociale. Ouais. Sinon, le conflit ne fait que dégénérer, c'est le cycle de la violence, c'est le cycle de la vengeance, et c'est fini. Okay. Le problème, c'est qu'évidemment, la justice, comme elle est le catalyseur, et comme elle est aussi celle qui pose des limites face à certaines actions, elle est attaquée. Elle est attaquée notamment quand elle touche à certains intérêts. Et donc, il y a tout un discours qui va chercher à la dévaloriser quand elle ne rend pas des décisions favorables. Et tout ça, bien sûr, ça pèse sur la confiance que les citoyens et les citoyennes vont avoir dans la justice. Mais je rajoute juste une chose. Quand on regarde les chiffres de la confiance des citoyens en général et les chiffres de satisfaction des gens qui ont été authentiquement confrontés à la justice, il y a un écart. C'est-à-dire que ceux qui ont été justiciables dans la justice ont une meilleure appréhension de la justice que ceux qui ne la connaissent que parce qu'on en dit. On a tendance à tout voir en noir. Est-ce qu'il y a de réels progrès ? Il y a des choses qui ont vraiment changé dans les 10 dernières années, par exemple ? Alors déjà, on parlait de la libération de la parole. Oui. C'est 2 à 3 fois plus de plaintes qui sont déposées. Et ça, c'est fondamental. On a parlé aussi du nombre d'augmentation des condamnations. C'est pas la même proportion, mais c'est vraiment important. Juste un exemple. Quand j'étais en élève magistrat, il y a 10 ans, quand je prenais une permanence, un tableau de garde à vue, imaginons qu'il y avait, 30 gardes à vue, il y avait peut-être, 5 dossiers de violence conjugale. Aujourd'hui, c'est la moitié, minimum. Okay. Donc, il y a une attention, il y a une réponse qui est beaucoup plus grande, ça c'est fondamental. Et il y a des techniques, il y a des formations, il y a une sensibilisation, tout ça avance. Mais on part de très loin et donc il faut que les efforts se maintiennent, il faut que les victimes sachent qu'elles peuvent trouver de l'écoute, qu'elles peuvent appeler le 3919, qu'elles peuvent faire appel à des professionnels de santé, de justice, qu'elles seront la plupart du temps écoutées et que si elles ne le sont pas, il faut qu'elles le disent notamment par exemple à leur avocat pour que lui écrive au procureur, elles peuvent le faire elles-mêmes d'ailleurs, écrive au procureur pour que lui saisisse un juge d'instruction pour qu'il force la justice à agir quand il y a des obstacles avant. C'est quoi le changement le plus urgent dans la justice française pour les victimes de violences sexuelles, victimes intrafamiliales ? On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est les moyens. On veut plus de moyens ! Il faut absolument qu'il y ait plus d'aide au sens large, c'est-à-dire encore plus d'aide juridictionnelle, que les victimes qui n'aient pas les moyens financiers soient aidées financièrement. La France, elle consacre un budget important à l'aide juridictionnelle par an. De mémoire, c'est entre 800 millions et 1 milliard d'euros par an. C'est important, mais plus on va aider, moins la pression économique pourra décourager certaines victimes. Former, accompagner. Accompagner, c'est pas que les professionnels, c'est aussi, tu le disais tout à l'heure, toute une mobilisation des proches. Des proches, ouais. Voilà, des amis. Avoir des réflexes en tant que proche quand quelqu'un est victime. Exactement. Venir aider, récolter des preuves. Exactement. Donc il faut que ce soit un mouvement uni, porteur, pour accompagner ce cheminement très difficile. Avec ta double expérience de magistrat et d'avocat, quel conseil tu pourrais donner à une femme qui s'apprête à porter plainte et rentrer dans la machine ? Le faire le plus vite possible. On l'a dit, il faut le faire tout de suite. Il faut aller tout de suite porter plainte. Il faut aller tout de suite à l'hôpital. Conserver, ne pas laver les vêtements, par exemple. Ne pas se laver
d'abord aller à l'hôpital. Et ne pas se laver, tu le dis bien parce que je pense que c'est le réflexe. Évidemment. C'est de se laver et ne pas se laver. Voilà, il faut tout de suite aller à l'hôpital pour que les prélèvements soient faits. Conserver les preuves. Voilà. Parfois, on a des réflexes. Il y a des messages qu'on ne veut pas garder parce qu'ils font mal, mais en fait, ça peut être des éléments de preuve, il ne faut pas les supprimer. Parce qu'évidemment, quand on va dire après aux enquêteurs, il ou elle m'a écrit pour me dire que, le premier réflexe, ça va être montrez-nous. Et s'il n'y a pas, ce sera une parole. Entourez-vous. Entourez-vous de vos proches, parlez-en aux personnes de confiance. Il faut avoir des confidents, il faut en parler aux professionnels, les médecins, psychologues, l'équipe sociale, avocats. Il faut absolument être accompagné parce que c'est vraiment un parcours difficile, mais c'est un parcours qui est essentiel. Pourquoi ? Parce que au bout, il y a la reconnaissance du statut de victime. Il y a aussi des droits, notamment des dommages et intérêts qui peuvent aider à se reconstruire. Ça ne remplacera rien, ça n'effacera rien, mais ça peut aider dans certaines situations à regarder devant. Merci beaucoup Maxime pour tout ce que tu nous as appris. Merci à toi Marie. Si quelqu'un tombe sur cet épisode et hésite à écouter 1 heure sur la justice, est-ce que tu peux lui donner une raison de ne pas zapper ? Comprendre la justice, c'est essentiel. Pourquoi ? Pour faire valoir ses droits, pour connaître ses droits, pour savoir quoi faire. C'est aussi essentiel pour comprendre ce qui se passe et pouvoir juger la justice. On a parlé de la confiance dans la justice. Pour savoir si je peux avoir confiance, il faut que je sache ce qui est fait. C'est ce qu'on a essayé d'évoquer ensemble pendant 1 heure. Donc écoutez ce podcast de Marie. Merci. Maj Podcast, mise à jour.